ça va au-delà du profit, mais c'est faire réussir une société dans toutes ses dimensions, s'enrichir financièrement, mais aussi faire développer la société. Et c'est donc aussi le nom du livre qu'on a écrit. Donc voilà, et j'ai appliqué une méthodologie dérivée de nos travaux pour Royal Canin, et je vais vous présenter en 5 slides la méthode, qui est un cousin germain du design thinking, on va dire. Et donc voilà, tout simplement. Avant ça, Economics of Mutuality, c'est pourquoi et c'est quoi l'Economics of Mutuality? Alors, bon, donc le laboratoire s'appelle Laboratoire de la mutualité. Donc c'est la recherche en fait de la réussite collective et du bien commun. Et donc Economics de la mutuality, donc c'est le retour sur la notion de réciprocité et de la notion du don contre don. Je ne sais pas si vous avez fait des études de sociologie, mais la notion de don contre don précède en fait la notion de monnaie. Et donc, c'est un retour à cette notion de don contre don, donc au travail sur les réseaux sociaux et sur l'importance des réseaux sociaux comme engrais pour recréer en fait une relation au profit qui est saine. Voilà. Ouais, c'est clair, merci. C'est clair? Commencer le slide, tu m'as envoyé. Ouais. Alors, juste avant de partir, parce que j'ai entendu un truc et je voulais rebondir dessus, sur le terme des croyances, il y a quelque chose d'essentiel dans la croyance, c'est deux choses, c'est il faut un artefact et un succès collectif pour qu'un groupe accepte une nouvelle croyance, en fait. Donc, l'artefact, c'est la matérialisation de la croyance, et le succès collectif, c'est l'engagement de l'ensemble à faire que cette nouvelle croyance est plus performante pour la collectivité que l'ancienne croyance. Et tant que vous n'avez pas les deux, l'artefact et le succès collectif, vous n'arriverez jamais à faire que la nouvelle croyance prend le dessus sur l'ancienne croyance. Voilà, c'était juste un petit point en fait. Merci. Lionel? Ok. Alors on y va. Je fais partage d'écran. Non, tu m'as toujours pas donné l'autorisation de partager l'écran. Donc voilà, donc je vais vous présenter ça en 5 points. Donc c'est les 5 étapes. Ce sont des étapes que j'ai implémentées donc, concrètement. Alors là, je vais vous faire un grand survol en 10 minutes. Mais je suis sûr qu'on trouvera le temps, si certains sont intéressés, par aller plus profondément dans la méthodologie et pourquoi en fait cette approche. Alors juste un dernier point, Royal Canin a quand même une approche bien différente des autres fournisseurs de pet food. C'est qu'ils ne vendent pas en supermarché. Alors, il me semble avoir mis le partage d'écran, je me permets de te couper. Est-ce Oui, que tu... tu peux essayer. On ne voit pas encore. Ouais. Ok, c'est cool, ça marche. Attends, bouge pas. C'est bon, je passe en Super, super c'est bon? vidéo. Tout va bien. Voilà. Ouais, donc je finis. Donc Royal Canin a deux caractéristiques. Ils ne vendent pas en supermarché, d'accord? Donc ils vendent en indirect et ils ont toujours eu une recherche de qualité et une recherche de partenariat en fait. Donc c'est clairement une approche qui est différente de la grande distribution. OK? Donc, c'est une petite méthodologie de conseil que l'on a développée. J'en ai fait une partie, je ne suis pas le seul, bien sûr, donc je ne prends pas tout. Et je l'ai fait en 5 étapes. Alors, c'est du mélange entre français et anglais, je suis désolé, mais voilà. Donc, première étape, c'est de l'intention au challenge. Et notre motto, en fait, je l'ai traduit en français, alors c'est peut-être bancal, c'est l'objectif d'une entreprise est de résoudre profitablement, donc faire des profits, les problèmes des gens et de la planète, et non pas de faire du profit en dégradant les gens et la planète. Donc, c'est faire vraiment la claire distinction entre ceux qui dégradent pour faire du profit et ceux qui font du profit, mais qui résoudent des problèmes pour les gens et la planète. D'accord? Donc, il y a l'intention, la performance et la dimension durable.
Je pense que tout le monde est d'accord dans cette audience, donc je vais aller très vite là-dessus. Le deuxième point, c'est mapper l'écosystème. Alors, on a mappé l'écosystème. Comment on a fait? On a fait d'abord des interviews ethnographiques et par-dessus les interviews ethnographiques, on a fait des surveys. Et ça nous a permis de faire une sorte de sociographe qui fait la relation entre les différentes parties prenantes de l'écosystème, avec qui fait confiance à qui fait confiance beaucoup, pas beaucoup. Et donc, par exemple, il y a une relation entre les vétérinaires et les possesseurs de chiens. Il y a une confiance qui va du possesseur de chiens vers le vétérinaire. Mais par contre, le vétérinaire ne fait en général pas confiance au possesseur de chiens de suivre ses recommandations. D'accord? Par exemple, il y a un défaut de confiance des propriétaires de chiens N'hésite pas à sur. parler fort. Oui, il y a un défaut des propriétaires de chiens de faire confiance, en fait, aux éleveurs, aux breeders, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez, ce sociographe permet, en fait, de faire une première cartographie des relations entre les personnes. Et en même temps, après ce sociographe, on classifie les pain points et les bright spots qu'on appelle en deux dimensions. Donc, la première dimension, c'est l'importance, c'est horizontal, d'accord? Est-ce que c'est juste des annoyances, des choses qui ennuient les gens, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'opportunité de business de les résoudre, ou il y a des opportunités de business de les résoudre, donc par exemple le pet sitting, le food cost, voilà. Et en haut, il y a les bright spots, c'est-à-dire ceux qu'on a identifiés qui peuvent tirer en fait les gens vers le changement. Donc, des grands bright spots qui sont importants, comme le pet health, le pet food, et puis des gens qui sont nice to have, comme on a des problèmes de laisser notre chien tout seul à la maison. Donc, en classifiant ça, en fait, on arrive à avoir deux catégories importantes, donc les opportunités et les bright spots, qui nous permettent encore une fois, de tirer les gens vers l'avant, en fait. Je continue, je vais très vite. Et ensuite, l'objectif, Parlez fort. c'est d'avoir des indicateurs de performance. Et c'est là où on est un peu différent des autres, ou peut-être un peu en avance, c'est qu'on veut faire un focus sur les leading indicators et pas lagging indicators. C'est-à-dire, on se dit, au lieu de regarder s'il y a des résultats, s'il y a une égalité homme-femme, s'il y a des éléments de pollution ou pas, nous, ce qu'on recherche, c'est qui a fait quoi, en fait. Donc, on va chercher les leading indicators qui nous permettent de comprendre dans le management qu'est-ce qui a créé le changement, en fait. Parce qu'aller chercher les lagging indicators ne vous apporteront pas grand-chose dans la compréhension sociologique de l'environnement. OK? Et c'est bien sûr beaucoup plus difficile à comprendre. Garde le micro à côté de la bouche. Oui, je fais mon mieux. Et donc, dans ces éléments-là, ce qu'on a découvert et sur l'élément sur lequel on appuie, c'est le capital social. C'est les éléments sociaux dans l'entreprise. C'est les relations entre les personnes. Bon, il y a plusieurs dimensions, je vais passer rapidement, mais bien sûr, il y a de la confiance, il y a de l'intégration sociale, il y a du savoir. Tous ces éléments-là de reconnaissance dans l'entreprise et entre les acteurs fait que vous créez un capital social que je distingue du capital humain qui est, disons, le well-being et la sensation de bien-être au travail, et ce capital social qui est vraiment l'interaction. Et c'est dans le capital social qu'on va puiser l'énergie du changement. C'est dans la volonté des gens et dans l'interaction des gens où vous allez trouver des éléments moteurs pour changer. Et c'est ça qu'il faut aller mesurer. Il faut aller mesurer qui est en train de faire du changement et comment il le fait. D'accord? Et c'est ce qu'on a fait en fait. Et après, quand vous arrivez à ça, on arrive à un mapping. Le mapping, c'est quoi? C'est, en général, quand vous arrivez dans l'entreprise, ils ont déjà fait des trucs. Et donc, il faut regarder what the film already do. Donc, regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et est-ce que ça aide déjà? Ou alors, ça fait les choses pires et on arrête les projets qui font les choses pires.
Et ensuite, on propose des nouvelles idées. Mais ce qu'il y a d'important, et si vous voulez intégrer les gens dans l'entreprise, vous devez les faire, vous devez adhérer à ce qu'ils ont fait et évaluer ce qu'ils ont fait. Parce qu'en venant plaquer quelque chose de nouveau sans prendre en compte les actions qu'ils ont faites, on peut les tweaker, on peut les transformer. Vous allez perdre en fait des éléments de capital social de leur adhésion. Et c'est donc cette partie-là qui est importante pour moi. Faire un diagnostic et une évaluation des actions actuelles, les organiser de façon à ce qu'elles soient alignées avec votre intention, parce que parfois, elles ont été faites de ci, de là, il faut juste les coordonner. Et ensuite, bien sûr, proposer des nouvelles idées qui vont résoudre les pain points. Et donc ça vous donne des top 3 ou 4 actions à faire. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il y a deux dimensions. D'abord, la dimension horizontale, est-ce que vous êtes le bon agent pour le faire? Est-ce que c'est à vous de le faire ou c'est à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous devez chercher un partnership pour le faire? Donc, soit vous intervenez en tant qu'entreprise dans cet écosystème, soit vous allez demander aux gens, en étant orchestrateurs, d'intervenir et vous les aider à intervenir. Et ensuite, la deuxième dimension, qui est verticale, c'est l'impact sur le purpose. Donc, est-ce que ce changement va avoir un impact ou non? Et là, vous avez bien sûr des distractions, ce qu'on appelle, ce que j'appelle, c'est-à-dire quelque chose qui, certes, est bien, mais qui ne va pas vraiment impacter votre purpose. Et en termes de rationalisation du budget, il faut les éviter. Et donc, ça vous permet, tout en respectant en fait qui résoudent vraiment un pain point, de dire qu'ils ne vont pas en fait pousser vraiment dans le changement et le rééquilibre de l'entreprise et de l'écosystème. Donc, alors deux dimensions encore. Le partenariat, est-ce que vous êtes le bon agent ou pas pour faire ça en tant qu'entreprise? Et qui est le bon agent dans l'écosystème pour le faire? Et ensuite, quel est l'impact sur le purpose? Est-ce qu'il est important ou pas? Donc voilà. Et enfin, le troisième, et c'est celui où j'en suis fier, parce que ça, c'est ma contribution la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui polluent et ceux qui ne polluent pas. Le problème dans l'entreprise, c'est que quand vous proposez des actions, elles ne sont pas mesurées ou pas mesurables, et donc elles ont un impact sur les profits. Donc, ce que j'ai suggéré et ce qui a été adopté, c'est qu'il faut faire un enregistrement des coûts et les mettre sur un budget séparé afin de les externaliser et de ne pas impacter les unités par cette action, mais de les mettre au centre. Et réciproquement, les unités qui polluent, il faut les punir en les pénalisant d'un coût qui est équivalent à la dépollution. Et cela, vous rajoutez dans leur profit ces coûts-là pour les faire moins profitables. Et c'est seulement en faisant ces deux actions, en enlevant les éléments sociaux du profit initial et en les mettant séparés pour augmenter le PNL, et en face, en pénalisant ceux qui polluent, que vous allez arriver à rééquilibrer le jeu entre ceux qui font du bien et ceux qui polluent, dans la même entreprise ou dans le même écosystème. D'accord? Et c'est ça qui est important, parce que comme dans les entreprises classiques, on ne mesure que le PNL, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, j'ai donné un exemple, parce que parfois c'est un peu théorique. Si aux achats, en fait, du coton, vous dites, vous devez, l'acheteur, il dit, vous devez acheter le plus bas coton, le prix au plus bas coton, forcément, il ne va pas acheter bio, parce que le prix du coton bio est plus cher. Par contre, si vous lui dites, à l'intérieur de l'entreprise, vous sponsorisez en disant, pour le bio, il y a peut-être 20% du prix qui ne sera pas comptabilisé dans ta performance de négociation, il va aller négocier le prix
sachant qu'il ne sera pas pénalisé en prenant du coton bio. Et ce surcoût va aller dans un budget spécifique propre aux actions attribuées à l'environnement. Et dans ce cas-là, la décision de l'acheteur entre bio et pas bio par rapport à son propre bonus à la fin du mois ne sera pas impactée. Et c'est ça qui est important, en fait. Merci. Est-ce que tu peux nous illustrer ça avec Royal Canin? Oui, alors un exemple pour Royal. Peut-être pas à ce point-là, mais l'ensemble de la démarche en 6 points, est-ce que tu pourrais nous très brièvement? Brièvement, en 6 points, par exemple, Royal Canin fait beaucoup d'activités. Tout de suite. Alors, brièvement, Royal Canin fait beaucoup d'activités pour les vétérinaires. Donc, pour les vétérinaires, il leur fait des tests gratuits. Il leur donne des kits pour les chiots. Il leur fait des conférences. Il leur envoie des diététiciennes. Il donne du matériel. Donc, il y a plein d'actions marketing que Royal Canin fait et qui sont historiques, en fait, mais qui ont été faites point par point et elles n'étaient pas pensées dans la cohésion d'ensemble. Pour que les entendre, il faut que tu parles dans le micro. Pardon. Elles n'étaient pas pensées dans l'élément, mais pourquoi le vet, c'est quoi les problèmes des vétérinaires? Or, le vrai problème du vétérinaire aujourd'hui, et ça peut-être vous le savez, c'est que c'est la deuxième profession qui se suicide le plus après les policiers. Alors pourquoi? Il y a deux raisons. D'abord parce qu'ils savent se suicider, parce que voilà, ils ont les moyens pour en plus. Et deuxièmement, c'est qu'ils ont une activité d'euthanasie qu'ils n'avaient pas anticipée. C'est-à-dire que vous étiez un jeune garçon, une jeune fille, vous voulez devenir vet pour sauver les animaux. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que je ne peux pas payer pour soigner mon chien, euthanasie mon chien. Et donc, ils sont en face d'une situation où ils doivent euthanasier des animaux qu'ils pourraient soigner, en fait. Ce qui fait que le vendredi soir, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est brûler les carcasses des animaux de la semaine. C'est pas cool et ça crée un effet psychologique qui fait que vous avez des suicides chez les vétérinaires. En plus, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais ça, c'est une autre chose. Et donc, toute l'action de Royal Canin a basculé quand on a pris conscience de cet élément-là. Et au lieu de s'organiser sur uniquement notre activité de pousser nos produits, on a commencé à faire une organisation pour pousser les vétérinaires à se rencontrer entre eux, pour faire des groupes sociaux entre eux, pour que lorsque ils ont un agenda leur suggérant d'étaler les euthanasies sur différentes journées pour ne pas tous les faire à la fin, pour leur proposer des services de récupération des corps morts. Enfin, on a complètement changé en fait l'approche avec le vétérinaire. Donc, plus de la vente de produits du tout, mais plus du pousser du produit, mais vraiment essayer de comprendre ses problèmes. D'accord. Lionel, est-ce que tu peux nous expliquer à partir de là, Economics of Mutuality, est-ce qu'on peut revenir dessus dans cette idée de l'entreprise au sein d'un écosystème qui crée de la valeur avec ses partenaires? Oui, alors donc l'entreprise doit créer de la valeur en regardant l'écosystème, en prenant en compte les pain points de son écosystème, d'accord? Donc dans le cas, aller voir les vétérinaires, les breeders et les clients, les comprendre et pas faire du push produit. Donc parce que le push produit en fait pour le vétérinaire, en fait, le produit n'est à peu près que 5, peut-être 10, 15% de ses revenus. Donc, ça ne sert à rien de le baisser, et je parle de tous les produits qu'il vend, ça ne sert à rien de faire du push produit à fond, parce que de toute façon, ce n'est pas son métier. Et donc, aller comprendre et aller l'aider dans son moral, nous, on fait une bonne action, mais bien sûr, derrière, l'idée, c'est d'augmenter les ventes avec les vétérinaires, puisque normalement, s'ils sont beaucoup plus
ils ont plus de morale, ils sont plus contents, nos ventes vont augmenter. Donc, ce n'est pas vraiment la recherche du profit, c'est la recherche de l'amélioration des acteurs dans leur relation sociale qui va améliorer indirectement le profit de la marque. Merci. Est-ce que tu pourrais nous indiquer quelles pistes tu pourrais voir de collaboration avec le super collectif? Est-ce que le super collectif on pourrait imaginer un projet avec toi? Enfin, vous. Ah bah oui, mais bien sûr, oui. Il faut qu'on en reparle, mais moi, je suis tout à fait ouvert à travailler avec le super collectif, sachant que je pense qu'on partage beaucoup des valeurs dans le changement du fonctionnement des entreprises. Qu'est-ce qu'on avait vu avec Edouard déjà, j'ai oublié. On avait imaginé peut-être d'ajouter dans ta méthode quelques briques. Oui, alors il y a des éléments dans ma méthode qui manquent encore. C'est donc il y a une partie qui est alignée avec le design thinking, qui est toute la recherche de l'écosystème. Il y a une partie qui est moins bien faite aujourd'hui et qui est en fait les ateliers de création. Aujourd'hui, les ateliers de création sont faits en chambre avec uniquement les responsables marketing et pas avec les utilisateurs. Et ça, c'est dommage. Et je pense qu'on peut améliorer la méthode là-dessus. Merci Lionel. Je vais voir s'il y a des questions. Merci Lionel. Merci à vous. Hein. Justement, est-ce que vous avez déjà certaines fois proposé des méthodologies de recherche usagée ou de design et de co-conception, d'ateliers de co-conception? Est-ce que c'est déjà arrivé que vous le proposiez? Et si oui, comment les clients ont réagi? Ben, en fait, les clients n'aiment pas trop les ateliers de co-conception. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ils sont très friands de la première partie écosystème, poser des questions. Mais alors, par contre, l'atelier de co-création, ça coince. Vraiment, honnêtement. Hein. Donc, ça passe pas. Et je sais pas pourquoi, je veux pas juger, mais c'est vrai que cette deuxième partie est beaucoup plus difficile à vendre en tant que consultant. Alors, une autre question? C'est l'oreille de Lionel. Voilà. Lionel, ça ne passe pas chez les clients. Alors, j'interviens comme ça spontanément. Moi, je suis une marketeuse, donc j'ai fait ce type de choses. La co-création, pour moi, en tant que marketeuse, c'est un peu, tu sais, le syndrome de si j'avais demandé aux consommateurs comment inventer quelque chose qui va plus vite, ils m'auraient donné une calèche à 8 chevaux. Tu vois, c'est pour ça que… Et moi, je suis la co-création, je ne suis pas super fan non plus, pour cette raison-là. Ça peut te donner un… Oui. Voilà, la peur de réinventer l'eau chaude parce que le consommateur, il sait où sont ses problèmes, mais il ne sait pas ce qu'il veut, généralement. Et Lionel, on avait dit aussi que peut-être c'était des ateliers multi-parties prenantes. Oui, donc de toute façon, il faut faire venir, dans ce cas par exemple, il faudrait faire venir les vétérinaires, les éleveurs et les propriétaires de chiens et de chats, notamment parce que les éleveurs sont très mal vus. Alors c'est très bizarre d'ailleurs dans ce cas-là, c'est que les éleveurs sont adorés par une certaine partie de la population et détestés par les autres. Il y en a qui disent que leur travail est malsain. Il y en a d'autres qui disent que c'est la seule manière d'avoir on va dire des races pures, des chiens de race ou des chats de race. Et on avait aussi imaginé des ateliers en amont sur l'intention. Que effectivement le point de départ soit quelque chose en concertation aussi avec tout le monde. Pas que la raison d'être soit posée au départ. Par exemple, là, sur Valcana, on voit que si on avait posé la raison d'être au départ, on ne serait pas arrivé à ce constat-là au final. Oui.
Alors Donc là c'est de la raison d'être en B2B au sein de Royal Canin ou d'une autre entreprise avec son écosystème. C'est réfléchir à de quoi le monde a besoin, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et avoir l'humilité de ne pas savoir dès le départ de quoi le monde a besoin et quelle est la solution, parce que sinon c'est un peu biaisé. oui, alors pour rebondir sur ton point, c'est que quand on a fait à l'intérieur de cette étude, on a quand même fait une mesure de satisfaction de nos produits. Et la mesure de satisfaction de nos produits, c'était, je ne sais plus, 95%, un truc super haut. Et donc, on leur a dit, mais les gars, ça suffit, quoi. C'est bon, là, vous ne pouvez pas aller à 96, 97, 98. Donc, arrêtez de faire un focus sur le produit, arrêtez de faire un focus sur la vente, mais ouvrez-vous, allez rechercher, comme tu dis, d'autres points. Alors, oui, ils l'ont fait en chambre, ils auraient pu le faire en discussion, mais c'était vraiment quelque chose un gros changement, en fait. De leur dire, ben, ça y est, votre produit, il est super. C'est bon. Je ne sais pas combien de millions vous allez mettre, vous allez avancer de un point dans la satisfaction du produit. Et alors, quoi et alors, qu'est-ce que ça va changer? Et le troisième point, ça, il m'est revenu, c'était aussi faire de l'accompagnement au changement, c'est-à-dire qu'avoir un super projet qui naît, c'est bien, mais en parallèle de toutes ces étapes-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aussi faire de l'accompagnement au changement dans l'entreprise. Parce que Economics of Mutuality, le postulat de départ, c'est au-delà du profit économique. Et donc, oui. automatiquement, dès qu'on commence un projet Economics of Mutuality, on arrive avec des gens qui disent, mais c'est des fous allumés. Et donc, exactement. Et donc, il faudra dès le départ avoir un plan d'accompagnement pour expliquer la démarche. Aussi, ça pourrait éviter d'avoir des blocages dans un changement d'échelle des projets qui seraient nés. Exactement. Je suis d'accord. Il faut travailler avec ceux avec qui on croit et ceux qui vous croient. C'est ce que disait le professeur Meyer. C'est pas une démonstration mathématique pour convaincre les gens qui ne sont pas convaincus. Vous êtes là pour embarquer les gens qui sont convaincus et un peu moins. Et vous embarquez ces personnes-là et vous faites un succès collectif avec ces personnes-là. Et vos détracteurs viendront un peu plus tard. C'est comme ça que je le vois. Alors, je pense que peut-être il faut aussi essayer d'embarquer les détracteurs, mais c'est pas une démonstration que ça marche mieux. On n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à démontrer que faire le bien en traitant les gens bien marche mieux que l'esclavage. Ben, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira non, l'esclavage c'est super, on s'enrichit beaucoup mieux, il n'y a pas de problème. Hein. Merci Lionel. Donc on note que voilà, on peut collaborer sur un super projet avec une méthodologie qui existe et qui a déjà été éprouvée et qu'on pourrait enrichir, et on revient vers toi et on en rediscute bientôt. À votre disposition et bon apéro. On boit un verre pour toi. Ouais. Donc l'apéro, c'est au bar qui s'appelle Co. Merci à vous. Merci. Moi, j'aime bien les retours d'expérience à la fin d'un atelier, parce que ça nous remet dans un... Bon, sinon, on serait reparti avec plein de questions, et là, quelque part, il y a déjà des réponses. C'est un soulagement de voir qu'il y a des gens qui réfléchissent, et qui arrivent à faire des choses, et qui sont ouverts à améliorer leur démarche. Moi, je suis désolé de vous avoir regardé la journée était super longue et intense, mais je trouve que c'est intéressant de finir avec un retour d'expérience comme ça. Merci d'être resté.